Bonjour, dans cette vidéo on va chercher à comprendre l'origine physique des grandes zones climatiques dans le monde. On va se rendre compte que ça repose finalement sur un nombre assez réduit de mécanismes physiques. Donc on va parler un petit peu de thermodynamique, de mécanique des fluides et puis pas mal aussi de la force de Coriolis qui joue un grand rôle dans le climat sur Terre. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit accessible au grand public, pas de mathématiques, que du sens physique, donc c'est de la physique un peu avec les mains. Allez, c'est parti. Allons du plus simple au plus complexe. La température diminue globalement de l'équateur vers les pôles, du fait que la lumière solaire est de plus en plus rasante. Une surface donnée reçoit donc un faisceau d'énergie de plus en plus mince. La diminution de la température avec l'altitude est un peu plus délicate à comprendre. C'est directement lié au fait que la pression est plus élevée dans les basses couches du fait de la gravité. Quand l'air monte, sa pression diminue et il se dilate. Cette dilatation consomme de l'énergie, car il faut repousser l'air environnant. C'est ce qui fait diminuer sa température. Au final, on perd environ 20 degrés tous les 3000 mètres. Les écarts de température ont des conséquences essentielles sur le mouvement des masses d'air. Le phénomène le plus stable est celui des cellules de Hadley. Quand on chauffe de l'air, il tend à se dilater du fait des chocs plus virulents entre les molécules. Ça provoque un gonflement de l'atmosphère qui tend à gagner des altitudes plus élevées. L'atmosphère est donc plus dilatée près de l'équateur. À haute altitude, ça provoque un mouvement des molécules vers les tropiques pour combler le vide. En se refroidissant au cours de ce mouvement, l'air retombe au niveau des tropiques. Finalement, le surplus de molécules au niveau du sol est évacué vers l'équateur, ce qui referme la boucle. C'est ce qu'on appelle la cellule de Hadley. Il suffira de retenir que l'air monte au niveau de l'équateur et redescend au niveau des tropiques. Or, de l'air qui monte se refroidit, puisqu'il gagne de plus hautes altitudes. Ce refroidissement entraîne une condensation de son humidité, donc la formation de nuages, exactement comme les volutes de condensation à proximité d'une glace. Comme l'air monte à l'équateur, ça tend à former d'épais nuages et de lourdes précipitations. A l'inverse, l'air se réchauffe au niveau des tropiques, puisqu'il redescend vers le sol, ce qui empêche toute condensation. Ça apparaît nettement sur un planisphère, avec une zone globalement humide entre moins 15 et plus 15 degrés de latitude, puis une zone globalement aride de 15 à 40 degrés de latitude. Ensuite, dans la zone tempérée, on sort des cellules de Hadley et les précipitations sont plus régulières et modérées. La remontée d'air peut aussi être forcée par le relief. C'est ce qui se passe sur le versant d'une montagne située face au vent. L'air se refroidit alors à marche forcée, ce qui provoque d'abondantes précipitations sur ce versant. De l'autre côté, l'air asséché redescend et se réchauffe, ce qui est très défavorable aux précipitations. C'est le côté sec. On appelle ça l'effet de Föhn. Finalement, les régions séparées de la mer par des chaînes montagneuses tendent à être plutôt arides. C'est notamment le cas au cœur de l'Asie. Pour comprendre le climat, la connaissance du sens du vent est donc cruciale. Or, celui-ci est piloté par une force essentielle, la force de Coriolis, due à la rotation de la Terre sur elle-même. Sa surface parcourt 40 000 km par jour à l'équateur, mais seulement 20 000 km par jour à 60 degrés de latitude. Imaginons une masse d'air qui part de l'équateur. Elle tend à conserver sa vitesse initiale de 40 000 km par jour, et va donc plus vite que la Terre lorsqu'elle atteint les hautes latitudes, ce qui signifie qu'elle se déplace vers l'est. A l'inverse, une masse d'air qui va vers l'équateur se retrouve à aller moins vite que la Terre, et se déplace donc vers l'ouest. Finalement, les vents sont plutôt dirigés vers l'ouest au niveau des tropiques et vers l'est aux latitudes tempérées. Ça explique pourquoi l'Europe de l'Ouest a un climat océanique, tandis que le Québec a un climat continental. Précisons les différences entre les deux. Dans un océan, l'eau a beaucoup de mal à chauffer en été, car les mouvements de convection entraînent un brassage avec les eaux profondes, qui sont plus froides. L'air au-dessus connaît donc de faibles variations été-hiver.
A l'inverse, le sol terrestre n'est chauffé qu'en surface, et sa température augmente très vite avec le rayonnement solaire. Il y a donc de gros écarts entre l'été et l'hiver. Finalement, vers 45 degrés de latitude, toutes les régions occidentales ont un climat doux et toutes les régions orientales ont un climat rude. La force de Coriolis s'applique aussi sur l'eau des océans. Comme l'eau est déviée vers la droite dans l'hémisphère nord, ça forme naturellement des cellules de courant. C'est pareil dans l'hémisphère sud, mais dans l'autre sens. Ça entraîne des conséquences essentielles sur le climat subtropical. À l'ouest des océans, les courants sont chauds puisqu'ils viennent de l'équateur. À l'est, au contraire, ce sont des courants froids qui viennent des hautes latitudes. Or, l'eau s'évapore beaucoup plus facilement lorsqu'elle est chaude, ce qui charge l'air en humidité. Au niveau des courants froids, au contraire, non seulement l'air est plus sec, mais il va se réchauffer en progressant vers l'intérieur des terres. On a vu que ce réchauffement d'un air sec était très défavorable à toute forme de précipitation. Finalement, au niveau des tropiques, toutes les côtes occidentales sont arides, car soumises au courant froid, et toutes les côtes orientales sont plus humides. La limite entre ces deux zones se fait au niveau des chaînes de montagnes. Les courants froids entraînent aussi une autre conséquence plus anecdotique. Ils tendent à refroidir l'air venu de plus loin, donc à condenser l'humidité à proximité de la surface. Ça crée des brouillards littoraux, comme ceux de la Californie ou du Pérou. Sous les latitudes tempérées, la force de Coriolis amène les courants chauds vers l'est. C'est l'origine du Gulf Stream qui baigne l'Europe. A l'inverse, ça laisse place à des courants plus froids du côté ouest, comme celui du Labrador face au Québec. Ça explique que Montréal est 7 degrés de moins que Bordeaux en moyenne, alors que les deux villes sont situées à la même latitude. Ça s'ajoute à la continentalité dont on a parlé. Les températures hivernales sont de 7 degrés à Bordeaux et moins 10 degrés à Montréal. Pour finir sur ces grands mécanismes, il reste à dire un mot sur les moussons. Les grandes moussons d'Asie sont dues à la gigantesque superficie de ce continent qui crée des écarts thermiques considérables entre l'été et l'hiver. En hiver, il fait très froid, ce qui compacte les masses d'air près du sol et crée une surpression. C'est ce qu'on appelle un anticyclone. Cette surpression crée des vents dirigés du continent vers les océans. Ce sont donc des vents secs. En été, c'est l'inverse. L'air très chaud se dilate à l'intérieur du continent, ce qui crée une dépression qui attire les vents venus des océans. Comme les mers sont chaudes autour de l'Inde et de la Chine, ce sont des vents très humides qui créent de grosses précipitations. C'est la saison des pluies. Ce phénomène concerne aussi le continent américain dans une moindre mesure. L'été correspond à la saison des cyclones. De même, la dépression de l'Afrique du Nord entraîne de fortes pluies d'été dans tout le golfe de Guinée. On remarque que ça ne contribue pas à arroser le Sahara à cause des courants froids dont on a déjà parlé. En hiver, au contraire, les vents venus du continent entraînent une saison sèche. La comparaison des villes de Paris et de Bombay permet de mesurer l'ampleur du phénomène en Inde. On remarque que c'est l'inverse du climat méditerranéen, comme l'illustre cette comparaison entre Bombay et Beyrouth. Voyons ça de plus près. On a vu que la mer connaissait de plus faibles écarts de température que l'intérieur des terres. Donc, en automne-hiver, l'eau est plus chaude que les terres. Elle s'évapore facilement, puis l'humidité se recondense en passant dans les terres qui sont plus froides. Il pleut beaucoup, parfois sous forme d'orage. Au printemps-été, c'est l'inverse. L'air est plus chaud que l'eau, ce qui empêche tout phénomène de précipitation. On peut maintenant synthétiser tout ça sur le planisphère. Sous les tropiques, on distingue le climat désertique à l'ouest, dû au courant froid, et le climat subtropical humide à l'est, caractérisé par une saison des pluies en été et une saison sèche en hiver. À l'équateur, le climat est chaud et humide une grande partie de l'année. Si on remonte vers les latitudes tempérées, on trouve le climat méditerranéen,
caractérisé par des hivers humides et des étés secs, et le climat steppique froid plus à l'intérieur des continents. Puis on arrive au climat océanique à l'ouest et continentaux à l'est, marqués par des hivers très froids et des étés chauds. Enfin, le climat boréal est caractérisé par l'absence de chaleur en été. On voit que ces différentes zones climatiques sont liées à des processus très simples et très stables, seulement liés à la rotation de la Terre et à la configuration des continents. En particulier, depuis que l'homme moderne existe, ces zones n'ont pas vraiment bougé. Il y a simplement eu des modulations, avec des périodes plus chaudes ou plus froides, plus sèches ou plus humides. On expliquera les causes de ces variations dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi liker la vidéo, poster des commentaires. Je les lis toujours avec plaisir, même si j'y réponds pas toujours. Et puis donc, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'ailleurs de cliquer sur la cloche. Ça vous permet de recevoir des notifications dès qu'il y a une parution de nouvelles vidéos. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos dans le même genre.